Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute du podcast Le Cybervigilant. Je suis Harold McMartin et dans cet épisode, je vais vous parler de ce qui, à mon sens, représente la plus grande menace en ligne aujourd'hui, à savoir le phishing, que l'on appelle aussi hameçonnage. C'est la technique la plus utilisée pour voler des informations personnelles ou confidentielles, voire pour accéder à vos comptes bancaires. Il est donc important de savoir comment s'en protéger. Pour cela, je vais vous expliquer comment ces messages frauduleux sont conçus, comment ne pas se faire avoir, mais aussi quoi faire si on est tombé dans le piège. Alors, si vous êtes prêts, eh bien, allons-y. Si le tout premier courriel de l'histoire remonte à 1965, ce n'est que dans les années 90 qu'on voit apparaître les premiers messages de phishing ou d'hameçonnage. Déjà à cette époque, il visait à voler les mots de passe des comptes de messagerie des clients d'American Online, plus connus sous l'acronyme AOL. Et 30 ans plus tard, cette technique de vol de données n'a pas disparu. Bien au contraire, le nombre de ces messages frauduleux ne cesse d'augmenter d'année en année. Pour comprendre pourquoi ces messages continuent à faire autant de victimes, il est intéressant de regarder comment ils sont faits, afin d'inciter leurs victimes à tomber dans le piège. Les fraudeurs utilisent différentes techniques. Une première consiste à faire peur. Par exemple, en menaçant de perte d'argent, d'une sanction comme une amende, ou tout simplement de ne plus pouvoir accéder à son compte en ligne. Un exemple qui a d'ailleurs circulé durant la pandémie de la COVID-19 annonçait que les comptes bancaires avaient été mis en quarantaine, incitant la personne à cliquer sur le lien dans le message pour réagir. Une seconde technique est basée sur l'urgence, avec des messages qui incitent à réagir sans réfléchir. Bien évidemment, car il faut aller vite. Comme exemple, celui qui dit qu'on a détecté une connexion suspecte sur son compte bancaire et qu'il faut réagir le plus vite possible. Une troisième technique joue sur la curiosité ou la promesse d'un gain. Le plus connu est ce fameux message qui vous annonce que vous avez gagné à un concours auquel vous n'avez d'ailleurs, bien évidemment, jamais participé. Dans le même style, un courriel annonçant que le facteur n'a pas pu vous remettre le colis qu'il devait livrer va certainement pousser la personne qui l'a reçu à cliquer sur le lien contenu dans le message pour savoir de quel paquet il s'agit, par curiosité. Et cela, même si l'on n'a rien commenté. Maintenant que vous avez compris comment ces messages essaient de vous faire réagir, voyons comment ne pas tomber dans leur piège. Tout d'abord, oubliez les fautes d'orthographe qui permettaient de détecter ces messages. Cela a été vrai par le passé, mais aujourd'hui, les courriels frauduleux sont de mieux en mieux rédigés. Et pour être honnête, il devient difficile d'y trouver plus d'erreurs que dans les messages commerciaux. En revanche, il y a un moyen plus simple et certainement plus sûr de ne pas se faire avoir. Il est lié au fait que les fraudeurs vont principalement essayer de voler vos identifiants et mots de passe pour vos comptes en ligne, y compris vos comptes bancaires. Maintenant, imaginez qu'à chaque fois que vous arrivez sur un écran qui vous demande votre mot de passe, vous vérifiez comment vous êtes arrivé sur cette page. Imaginez qu'avant de taper votre mot de passe, vous vous arrêtiez parce que tout a commencé par un courriel. Eh bien, c'est ça la solution. Parce que si vous faites cela, vous ne partagerez plus jamais votre mot de passe sur un site Internet frauduleux. Sauf, bien entendu, dans le cas où vous avez vous-même demandé le message. Le meilleur exemple étant lorsque vous voulez réinitialiser un mot de passe. Et voilà, en appliquant cette règle simple, qui consiste à ne jamais entrer son mot de passe dans une fenêtre si l'on est arrivé à partir d'un courriel non désiré, on
casse le chemin qui mène vers la fraude. Ailleurs, soyons clairs, le courriel en question n'est pas toujours frauduleux. Mais ce n'est pas grave, car si vous avez un doute ou que vous voulez vraiment vous rendre sur ce site, allez-y par vous-même. Ouvrez votre navigateur Internet, entrez l'adresse du site en question manuellement, et de là, si on vous demande votre mot de passe, tout va bien, car vous êtes certain d'être sur le bon site. Vous êtes allé par vous-même. Alors maintenant que vous avez compris comment vous protéger, voyons quoi faire si vous recevez un message frauduleux. Si vous avez identifié un courriel de phishing ou d'hameçonnage, avertissez votre banque si c'est du phishing bancaire. Toutes les banques au Québec aujourd'hui ont une adresse courriel ou un numéro de téléphone pour rejoindre le service des fraudes à laquelle vous pouvez envoyer ces types de messages ou les signaler aux autorités. Pour le Québec, par exemple, vous pouvez vous connecter à fraude-alerte.ca. C'est l'endroit qui permet de référencer les fraudes rencontrées sur Internet. Dans tous les autres cas, cela va permettre de bloquer les sites frauduleux et de protéger les autres internautes. Pour une enquête, le service.rcmp-grc.gc.ca et suivre les instructions en ligne pour signaler la fraude. Mais si vous vous rendez compte de la fraude alors que vous avez déjà partagé votre mot de passe, il faut agir très vite si le site sur lequel vous avez entré vos codes était un faux site bancaire. Contactez votre banque le plus rapidement possible. Elle vous expliquera la marche à suivre. Dans les autres cas, vous allez devoir changer votre mot de passe. Et n'attendez pas pour le faire. Vous devez d'ailleurs le changer sur tous les sites Internet ou toutes les applications qui l'utilisent, au cas où vous utiliseriez le même mot de passe à différents endroits, ce qui n'est pas vraiment conseillé. Un dernier conseil, si le compte en question était lié à votre travail, prévenez tout de suite le service informatique afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires pour protéger l'entreprise et ses données. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Vous savez maintenant comment combattre le phishing ou l'hameçonnage. N'hésitez pas à parler de ce podcast à vos amis ou aux membres de votre famille si vous pensez que cela peut être les aider et les protéger. Je tiens à remercier chaleureusement Alexandre Pleuvinage qui m'a permis d'utiliser ces podcasts pour le Québec. Vous pouvez évidemment vous abonner à mes podcasts et activer les alertes si vous souhaitez rester informé des nouveaux épisodes. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à très bientôt dans le prochain épisode du podcast du Cyber Vigilant.